Alors nous voilà arrivés à la leçon numéro 4, cette fois on va parler d'épistémologie. Alors l'épistémologie, on avait mentionné rapidement, il s'agit de l'étude du savoir ou de la connaissance. C'est donc une sous-branche de la philosophie qui s'intéresse à la question de savoir qu'est-ce que c'est que le savoir. Alors, ça veut dire qu'on va se poser la question de la définition du savoir ou des conditions du savoir. Alors, on avait vu que dans un sens, la philosophie s'intéresse au savoir de manière générale. On avait vu que Ernest Renan disait la philosopher, c'est savoir les choses. Mais là, c'est plus spécifique, c'est-à-dire que oui, la philosophie, on s'intéresse à savoir la vérité, mais là, on veut savoir la vérité sur le savoir. Donc, c'est comprendre et déterminer et étudier les conditions du savoir. Donc, on va se poser la question un peu méta qui dit qu'est-ce que vous savez sur le savoir? Et donc, c'est cette branche épistémologique qui s'intéresse à ce sujet. Alors, c'est important de distinguer plusieurs types de savoir ou types de connaissances. On peut utiliser le mot pour faire référence à différentes catégories de choses. Il y a une utilisation tout à fait appropriée du terme connaissance, qui est la connaissance-relation. Donc là, il s'agit plus de dire je connais telle personne, nous sommes familiers. C'est une utilisation parfaitement acceptable du terme connaissance, mais c'est pas celle qui nous intéresse ici. Il y a aussi l'utilisation du savoir-faire ou savoir comment. Donc là, par exemple, je sais monter à vélo, je sais nager. C'est un savoir, c'est une connaissance, mais en fait, c'est plus une compétence. C'est pas non plus le type de savoir qui va nous intéresser dans ce cours. C'est pas le savoir comment. Je sais pas comment monter un vélo. C'est plus le savoir que. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le savoir propositionnel. Et là, en fait, il s'agit de dire, bon, je sais la vérité au sujet d'une question. Voilà, donc c'est plus celui du type qui veut gagner des millions que le vélo ou la relation familiale. On va se poser la question de savoir quelles sont les conditions pour savoir quelque chose, savoir que quelque chose est vrai. Alors, petite interlude humoristique, un argument qui nous vient de Socrate. Comme je l'ai mentionné, Socrate est un génie, c'était une personne brillante, mais aussi parfois il nous sort des trucs un peu bizarres. Et là, c'est juste un commentaire sur le fait que les philosophes s'intéressent au savoir propositionnel. Il y a un passage bizarre dans un des dialogues dans la République de Platon où dans ce dialogue, il essaye de nous dire que les chiens sont des philosophes. Et le dialogue, alors je vais lire l'extrait, donc c'est un dialogue entre deux personnes, hein, il y a Socrate et son interlocuteur, et il dit ceci. Le fait qu'un chien sera féroce avec un étranger, bien que l'étranger ne lui ait jamais fait de mal, alors qu'il sera doux avec quelqu'un qu'il connaît, qu'il ait reçu de lui ou non de la gentillesse, cela ne vous a-t-il jamais semblé tout à fait merveilleux? Je dois dire que je n'y ai jamais beaucoup réfléchi, mais il est évident que les chiens se comportent de cette façon, oui? Alors il insiste, c'est sûrement un trait admirable dans la nature du chien. En effet, c'est ce trait qui fait du chien un philosophe. Un quoi? Un amoureux de la sagesse. Ne voyez-vous pas que savoir et ne pas savoir sont les seuls critères que le chien utilise pour distinguer l'ami de l'ennemi? Ne s'ensuit-il pas que tout animal qui vérifie ses goûts et ses aversions par le test de la connaissance et de l'ignorance doit être un amoureux de l'apprentissage? Ah, en effet. Et l'amour d'apprendre n'est-il pas le même que l'amour de la sagesse, qui, à son tour, est la philosophie? Tous sont identiques. Donc là, il essaye de nous montrer que les chiens sont des philosophes parce qu'ils basent leur attrait ou leur gentillesse avec une personne simplement sur le fait de savoir s'ils connaissent ou ne connaissent pas cette personne. Donc, hormis l'aspect un petit peu rigolo de penser qu'un chien puisse être un philosophe, c'est important, c'est de voir quelle est l'erreur qui est commise dans cet argument un peu loufoque. Et il y a deux erreurs qui sont commises. La première, c'est que d'abord, il affirme le conséquent, c'est-à-dire que la condition s'intéresser à la connaissance, c'est une condition nécessaire pour être un philosophe, mais c'est pas une condition suffisante. Donc même si les chiens s'intéressent à la connaissance, ça ne veut pas dire qu'ils sont philosophes. Il y a d'autres propriétés importantes pour être philosophe. L'une d'entre elles est d'être un être humain en l'occurrence.
Mais de manière plus générale, et c'est là que c'est intéressant, c'est il confond les catégories de connaissances dont on vient de parler. Le chien s'intéresse à la connaissance en termes relationnels, en termes de connaître la personne, alors que le philosophe s'intéresse plus à la connaissance propositionnelle, la connaissance que quelque chose est vrai ou faux. Donc on voit ici qu'il se prend les pieds dans le tapis sur cette distinction de type de connaissance. Donc dorénavant, en philosophie ici, on va s'intéresser au savoir propositionnel, la question de savoir la vérité au sujet de proposition. Alors, la grosse question qui nous intéresse en fait dans cette discipline est de savoir quelles sont les conditions pour le savoir propositionnel. C'est-à-dire quand on va dire « je sais que ceci est vrai » ou « je sais que P », hein, si P est notre petit code pour une proposition, je sais que cette proposition P est vraie, si et seulement si, 3 petits points. Et on va chercher en tant que philosophe à donner un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes pour caractériser le savoir. De dire, en toute chose, le savoir propositionnel, on l'obtient quand on vérifie telle et telle condition. Alors, ce n'est pas un exercice qui est très facile, mais c'est un exercice qui a commencé avec une analyse assez traditionnelle et qui va être un bon point de départ pour commencer. L'analyse traditionnelle du savoir, c'est l'analyse qui dit que le savoir, c'est une croyance vraie justifiée, qui est parfois abrégée CVJ, ou bien souvent, puisque c'est dans la langue anglaise que ces choses-là sont discutées, ce sera JTB ou JTB, Justified True Belief. Donc, croyance vraie justifiée sont les 3 conditions de l'analyse traditionnelle du savoir. Alors, c'est pas très compliqué, on les voit de manière assez intuitive. Croyance, il faut croire que la proposition est vraie pour la savoir. C'est une condition nécessaire. On ne peut pas savoir quelque chose qu'on ne croit pas être vrai. Ensuite, le savoir d'une proposition requiert que la proposition soit vraie. Et ça semble assez intuitif qu'on ne peut pas savoir quelque chose si ce quelque chose est faux. Alors, il faut que ce soit vrai pour avoir du savoir. Et enfin, il faut que ce soit justifié. C'est-à-dire qu'il nous faut une sorte de raisonnement, une sorte de justification qui nous permette de croire raisonnablement cette proposition. Parce que si c'était juste une croyance vraie, ça pourrait tout à fait être un coup de chance, un coup de bol. Je peux prévoir que le PSG va gagner la Coupe du Monde, la Coupe de France l'année prochaine, mais j'ai pas forcément une justification pour me dire que ça va être effectivement le cas. Donc, et si ça se trouve être vrai, eh ben, ce serait une croyance vraie, mais pas justifiée. Donc, c'est pas du savoir. On peut pas dire oui, je sais qu'ils vont gagner. Donc, on voit cette condition, justification, qui est importante dans la définition du savoir, du moins dans l'analyse traditionnelle. Il faut que la croyance soit crue, soit vraie et soit justifiée. Et donc, ces choses-là, si on les a, l'analyse traditionnelle nous dit que c'est du savoir, on sait que la proposition est vraie. Alors, petite citation de Socrate qui souligne le besoin du J dans CVJ, de la justification. Il dit « Et c'est pourquoi la connaissance est plus honorable et excellente que la véritable opinion ». Donc là, il utilise des synonymes, hein, mais véritable, c'est pour le vrai, et opinion, c'est pour croyance. Et donc il dit que quand on a juste une véritable opinion, c'est pas de la connaissance est plus honorable et excellente que ça, car attachée par une chaîne, il dit. Mais non, répond, ce que tu dis, Socrate, semble très proche de la vérité. Socrate insiste, moi aussi, je parle plutôt dans l'ignorance, je ne fais que conjecturer. Et pourtant, que la connaissance diffère de la véritable opinion n'est pas une question de conjecture avec moi. Il n'y a pas trop de choses que je prétends savoir, mais celle-ci en est très certainement une. Donc là, il est en train de dire, Socrate, moi, il y a plein de choses sur lesquelles je doute, je conjecture, je suis dans l'ignorance, mais ça, le fait que la justification soit nécessaire pour avoir de la connaissance, je sais très certainement que c'est vrai. Donc il dit, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas douter, la connaissance, c'est plus que juste une véritable opinion, il faut une justification. Et donc voilà, il part sur cette analyse traditionnelle de la véritable opinion justifiée, ou croyance vraie justifiée pour la connaissance.
Alors, en épistémologie, il y a un gros problème qu'il faut gérer sur le savoir, c'est est-ce que on peut savoir quoi que ce soit avec une certitude absolue? C'est ce qui s'appelle le problème du scepticisme. Une certaine vision de la connaissance va nous dire, bah, en fait, on peut toujours douter d'une proposition, on peut être très sceptique et dire, mais non, malgré tout ce qu'on sait, c'est possible que cette proposition soit fausse. Et donc, bah, on ne devrait pas savoir que c'est vrai. Et c'est une analyse qui nous dit qu'en fait, c'est la justification pour une proposition requiert la certitude. À moins qu'on ait la certitude absolue, on n'est pas justifié dans notre croyance que cette proposition est vraie. Donc là, on a Calvin de Calvin et Hobbes qui nous dit « Je ne suis pas dans le déni, je suis juste très sélectif au sujet de la réalité que j'accepte. » En fait, c'est un critère de sélection sur la connaissance qui est extrêmement restrictif, qui dit « On ne sait les choses que si on a une certitude absolue. » Et alors, si c'est le cas, peut-être qu'on peut rien savoir, parce qu'il y a très peu de choses, ou il y a même peut-être rien au monde, pour lequel on soit absolument certain, de telle sorte que c'est absolument impossible d'en douter. Et c'est ce type de raisonnement qui a mené de manière assez célèbre René Descartes à, à postuler que, en fait, on peut douter de toute chose en disant bah, c'est possible, on peut imaginer que ce soit faux, ce qu'on pourtant croit savoir, euh, sauf une chose qui est absolument impossible à douter, qui est absolument indubitable, et c'est le fait qu'on est en train de penser. C'est qu'on est en train de douter. Donc il se dit, bon, moi je suis en train de douter, est-ce que je peux douter de ça? Est-ce que je peux douter du fait que je suis en train de douter, ou que je suis en train de penser? Et il dit, bah non, là en fait on a enfin attrapé quelque chose qui n'est pas possible de douter, puisque le simple fait que je doute, le fait que je pense, ça garantit que j'existe. Donc, le simple fait que je doute nous montre que j'existe, et ça, c'est impossible d'en douter, puisque si j'en doutais, ça me prouve que j'existe, puisque je ne peux pas douter sans exister. Donc, c'est ce fameux cogito ergo sum, où je pense donc je suis, qui est la citation très célèbre de Descartes dans dans le discours sur la méthode. Et il essayait en fait de enfin trouver une proposition qui soit sue avec certitude absolue et qu'on ne puisse pas douter. Alors, je pense donc je suis, c'est évidemment bah, c'est une implication vraie. C'est si on pense, alors effectivement on existe ou on est. C'est important de noter que l'implication ne marche pas dans l'autre sens, hein. Si je ne pense pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas. C'est une implication dans un sens. On a vu que les implications logiques ne sont pas forcément à deux sens. Celle-là ne marche pas dans l'autre sens, puisque quand on s'arrête de penser, évidemment, on ne s'arrête pas d'exister. Alors, Descartes, juste un petit commentaire sur sa réflexion dans le discours sur la méthode. En fait, Descartes, il cherchait à ancrer sur ce type de certitude absolue toutes nos connaissances. Donc, il s'est dit, on va douter toutes ces choses-là pour ensuite arriver enfin à une fondation de choses dont on est absolument certain. Et à partir de ces choses-là, on va essayer de les reconstruire en basant d'autres choses sur notre savoir absolument certain. Comme ça, on allait pouvoir reconstruire notre savoir de manière absolument certaine. Donc, Doug Groothuis nous décrit un peu ce raisonnement de Descartes. Quelle était cette méthode il nous donne le discours de la méthode Descartes. C'est une méthode pour le savoir. Et il nous dit ceci, enfin, Groothuis explique Descartes en ces termes. Quand Descartes commence à philosopher, il découvre 4 préceptes de la logique. Alors, c'est un peu un abus de langage, parce que c'est pas clairement de la logique, c'est plutôt des préceptes d'épistémologie, qu'il se résout à ne jamais violer. Alors, Descartes, il dit, voilà, je ne veux rien croire que ce qui est clair et distinct. Je veux diviser les problèmes en parties appropriées, passer du simple au complexe et m'assurer que rien n'est laissé de côté. Cette méthode peut, pense Descartes, délivrer une sorte de certitude mathématique. Voilà, donc c'était son projet à Descartes de reconstruire nos connaissances sur une certitude mathématique, une certitude absolue, simplement en procédant un peu de manière rigoureuse comme ça, en ne reposant ses connaissances que sur des choses qu'on sait de manière claire et distincte, et par ça il voulait dire absolue, pas de manière certaine. Donc
Descartes ne cherchait pas forcément à déconstruire notre connaissance. Souvent, il est présenté comme un sceptique incorrigible. Il ne cherchait pas à démolir nos connaissances. Son projet de démolition, c'était pour reconstruire notre connaissance sur un savoir absolu. Voilà. David Hume, c'est un autre philosophe qui est présenté souvent comme un sceptique, un peu au même sens que Descartes, euh, c'est donc un philosophe écossais du siècle des Lumières. Et David Hume, lui, il disait, on a un problème avec l'induction. L'induction, c'est un raisonnement qui regarde le passé et qui cherche à prédire le futur en disant bah, c'est comme ça que ça s'est toujours passé, donc on peut dire que c'est comme ça que ça va se passer dans le futur. Par exemple, le soleil se lève le matin, ça a été toujours vrai tous les matins précédents, on peut en déduire que demain matin, le soleil va se lever. Mais le problème, Hume disait, c'est que on ne peut pas justifier l'induction, on ne peut pas regarder le passé pour prédire le futur, parce que sous prétexte que, tout ça, que le passé s'est toujours passé comme ça ne veut pas garantir que ça va encore se passer demain. Il n'y a pas de règle fondamentale qui nous dit ça s'est passé comme ça tout le temps, donc ça va continuer à le faire. Il pourrait y avoir un changement. On n'a pas de raison indubitable de penser que le changement ne va pas se produire. Et que l'induction elle-même fonctionne, c'est aussi quelque chose qui ne peut pas être justifié par induction, parce que ce serait un raisonnement circulaire. On ne peut pas dire, bah oui, mais chaque fois qu'on raisonne par induction, on avait raison, puis en fait, ça sert bien produit. Bah non, si on raisonne comme ça, ce serait présupposer la fiabilité de l'induction pour justifier la fiabilité de l'induction. Et donc, ce serait un raisonnement circulaire et ça ne fonctionne pas. Alors, il soulève cette fameuse question, est-ce que Adam et Ève auraient su ce qui arrive quand une boule de billard frappe une autre? Donc, quand on a une boule de billard qui frappe une autre, bah, que la deuxième va se mettre en mouvement et dans la même direction, est-ce que Adam et Ève, qui sont donc les premiers humains présupposés, qui n'ont jamais vu une boule de billard toucher une autre, est-ce qu'ils auraient su ce qui arrive quand une boule de billard frappe une autre? Bah, la réponse étant non, c'est qu'ils n'ont pas cette connaissance passée de la chose, et il n'y a pas de raison forte a priori, de savoir ce qui se passe quand une boule de billard en touche une autre. C'est quelque chose qu'on sait par l'expérience, et ensuite on peut induire dans le futur une connaissance de ce qui va s'en passer. Mais donc David Hume, voilà, nous plonge un peu dans ce scepticisme, dans ce désespoir de savoir ce qui va se passer dans le futur sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, en disant que l'induction, c'est pas quelque chose qui est justifié. Alors maintenant, il reconnaît quand même que l'induction, on ne peut pas s'en passer. On raisonne par induction sans arrêt, et ça nous donne visiblement un effet qui fonctionne. Mais il dit on ne peut pas savoir que ça va se passer comme ça. Alors avec Descartes et Hume en sceptique superstar, on peut en arriver rapidement au désespoir de se demander est-ce qu'on peut vraiment savoir quoi que ce soit? Et c'est là où mon invitation, et l'invitation des philosophes dans l'épistémologie en général, c'est il faut se détendre une seconde. Il faut détendre les conditions du savoir et réaliser que la certitude n'est pas le bon standard pour la connaissance et de simplement réaliser que la connaissance ou le savoir ne requiert pas la certitude absolue, mais elle requiert moins que ça. Doug Groothuis dit peut-être qu'il n'y a pas d'issue à la fosse sceptique que Descartes a creusée, mais pourquoi ne pas essayer de sortir avant de désespérer dans la grotte sombre et humide? Descartes s'enfonce profondément dans le doute pour s'élever au-dessus. Alors c'est ce que je disais, Descartes, il cherche pas forcément à rester dans le doute absolu, il voulait essayer de reconstruire. Maintenant, son projet, il est pas vraiment faisable, on ne peut pas reconstruire toutes nos croyances sur une base de certitude absolue. Donc il faut juste admettre que la justification ne signifie pas nécessairement que la croyance est vraie. Je répète, on peut être justifié dans une croyance sans que cette croyance soit forcément vraie. Une justification, c'est un peu plus modeste que ça. C'est une bonne raison de croire quelque chose. Alors oui, ça nous arrive des fois d'avoir une bonne raison de croire quelque chose qui est faux. Ce qui va être un petit peu délicat, parce que ça veut dire qu'on ne connaît pas cette chose-là. Puisqu'on avait bien vu que la vérité, c'est une condition nécessaire à la connaissance. D'accord ? Si quelque chose n'est pas vrai, on ne peut pas le savoir. Mais donc, on peut être justifié dans une croyance qui, elle, est fausse.
Alors évidemment, ce ne sera pas une instance de savoir, mais ça nous permet aussi de dire que, bah oui, vérité et justification sont bien deux conditions différentes dans notre analyse traditionnelle du savoir. Dans croyance vraie, justifiée, eh bien, être justifié ne veut pas forcément dire être vrai. Donc, on a cette belle analyse de la connaissance, croyance vraie, justifiée, et la caractérisation que la justification n'est pas forcément une certitude, n'implique pas forcément la vérité garantie de notre proposition en question. Et sur cette condition, sur cette analyse traditionnelle du savoir, arrive un philosophe qui s'appelle Edmund Gettier, ou Gettier, je ne sais même pas comment ça se prononce, mais c'est Edmund Gettier, qui a écrit un article de philosophie extrêmement célèbre, et qui était très court, à peine 2 pages, 2 ou 3 pages, et qui s'est dit, bon, bah, moi je regarde cette analyse traditionnelle de la connaissance, la croyance vraie justifiée, et en fait je pense que c'est pas suffisant. Il visait à prouver que le savoir n'est pas équivalent à la croyance vraie justifiée. Donc, il disait, traditionnellement, on disait que le savoir est équivalent à croyance vraie justifiée, c'est-à-dire que si on sait quelque chose, alors on a une croyance vraie justifiée, et si on a une croyance vraie justifiée, alors on sait cette chose. Et en fait, Gettier disait non, il manque quelque chose dans l'analyse traditionnelle de la croyance vraie justifiée. Et alors son article, il l'a écrit, je vais essayer de vous résumer un petit peu son argument. En fait, pour montrer il cherche à montrer qu'on peut avoir une croyance vraie et justifiée au sujet de quelque chose, et pourtant voir très bien qu'on ne sait pas cette chose. Et donc il nous donne un exemple. L'exemple que donne Gettier, c'est un exemple où il y a Smith et Jones qui ont tous les deux postulé pour un emploi, et Smith a 10 pièces de monnaie dans sa poche, et Jones sait que Smith a 10 pièces de monnaie dans sa poche, et il a aussi une excellente raison de penser que Smith va avoir le job. Alors, c'est la raison pour penser ça, ça pourrait être que le PDG de la boîte a dit à Jones que c'est Smith qui allait avoir le job. Voilà, ça, c'est une excellente raison de penser que Smith va avoir le job. Et donc, Jones, sachant que Smith a 10 pièces de monnaie dans sa poche et que Smith, et ayant de bonnes raisons de penser que Smith va avoir le job, en conclut que la personne qui va avoir le job a 10 pièces de monnaie dans sa poche. Mais en fait, c'est pas Smith qui va avoir le job, c'est Jones qui va avoir le job. Ce que lui a dit le PDG se trouve être faux. C'est Jones lui-même qui va avoir le job. Et en plus, Jones ne le savait pas, mais lui aussi, il avait 10 pièces de monnaie dans sa poche. C'est une coïncidence, mais il avait 10 pièces de monnaie dans sa poche. Ce qui veut dire qu'il est vrai que la personne qui va avoir le job a 10 pièces de monnaie dans sa poche. Et donc là, Gettier, il dit, eh bien, Jones se trouve croire que la personne qui va avoir le job a 10 pièces de monnaie dans sa poche. C'est vrai que la personne qui va avoir 10 pièces de monnaie la personne qui va avoir le job a 10 pièces de monnaie dans sa poche. Et c'est justifié pour Jones de croire ça, puisqu'il avait une très bonne raison de le croire. Par contre, on voit bien que Jones ne sait pas vraiment que la personne qui va avoir le job a 10 pièces de monnaie dans sa poche. Puisque c'est une coïncidence chanceuse, sa croyance, elle est basée sur quelque chose de complètement différent, et il ne savait même pas que lui a 10 pièces de monnaie dans sa poche et que c'est lui qui va avoir le job. Donc là, on a un exemple, nous dit Gettier, où on a une croyance vraie, justifiée, mais qui n'est pas une instance de savoir. Alors, ça a un peu semé le bazar dans le champ de l'épistémologie, ça a un peu affolé tous les philosophes du savoir pour essayer de répondre à ce type de cas où on a une croyance vraie justifiée mais qui n'est pas du savoir, et donc essayer de réviser un peu notre analyse du savoir. Et il y a différentes approches qui ont été prises par les philosophes, on ne va pas les passer toutes en revue, mais il s'agissait donc de bien voir que l'analyse traditionnelle croyance vraie justifiée n'était pas suffisante, il devait manquer un ingrédient dans cette analyse. Alors, certains philosophes ont essayé juste de réviser notre compréhension de ce que ça veut dire d'être justifié,
quel type de justification il nous faut. Ou alors, il y a d'autres philosophes qui ont dit, bon, bah d'accord, croyance vraie justifiée, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et puis, il va falloir rajouter d'autres ingrédients pour avoir une belle définition du savoir qui couvre tous les cas, même ceux un peu loufoques, qui sont les cas de type Guettier, qui sont ces histoires un peu farfelues, mais qui ont ces propriétés de montrer que la croyance vraie justifiée ne sont pas équivalentes au savoir. Voilà ce qu'on voulait couvrir sur cette première leçon d'épistémologie, introduction de la connaissance de l'analyse traditionnelle et de sa destruction par Edmund Guettier. Et on continuera la prochaine leçon sur une deuxième partie d'épistémologie et on verra en particulier une approche pour réparer les problèmes, pour réparer l'analyse du savoir qui a été détruite par Edmund Guettier.